Mesdames, Messieurs, bienvenue. Appelés de tous vœux face à une tension sociale de plus en plus persistante, les pourparlers, Patrice Talon est responsable de centrales et confédérations syndicales, ont finalement eu lieu. 5 heures de discussion dans une ambiance bon enfant au cours de laquelle le chef de l'État a pu exposer sa vision et les syndicats leurs revendications. Mais pour quel gain? Quels pourraient en être les dividendes spécifiquement pour l'école béninoise publique paralysée depuis plus d'une semaine déjà? Mesdames, Messieurs, ces questions préoccupantes pour plus d'un géniteur, votre mission débat 100% Bénin en fait sienne. Pour nous édifier, 2 acteurs du système éducatif, thème à soumettre à leur analyse, rencontre Patrice Talon, responsable syndicaux. Quel impact sur les mouvements de débrayage au niveau du secteur de l'éducation? En ma compagnie, sur ce plateau, Thierry Dovonou, professeur certifié, il est le secrétaire général du SINAPEC, syndicat national des professeurs contractuels et permanents. Thierry Dovonou, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie. Un professeur certifié peut en cacher un autre. En face de vous, Éric Roméo Pétos, secrétaire général du SINPEC, syndicat national des professeurs pour la promotion d'un enseignement de qualité. Il est l'un des porte-parole de Fondation des syndicats de l'éducation. Éric Roméo Pétos, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Ils sont nombreux à s'interroger. Le chef de l'État a pu rencontrer les travailleurs. Et après, que deviendrons-nous? Ça, ce sont les élèves qui se la posent ces questions, le géniteur avec. À raison, nous avons sur ce plateau Éric Roméo Pétos, Thierry Dovonou, pour savoir quel accueil a été réservé à cette rencontre au sein de la base en contact de laquelle ils sont en permanence. Je me retourne d'abord vers Éric Roméo Pétos. Cette rencontre, comment a-t-elle été accueillie au niveau de la base, vous qui êtes avec le grand nombre? Merci. La rencontre du chef de l'État avec les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales, bien qu'elle soit tardive, en valait la peine. Lorsque il y a feu à la maison, il faut éteindre le feu. Le chef de l'État est le seul élu et c'est normal qu'il convoque, qu'il invite donc les acteurs à une table de négociation. Certes, des débats ont été menés et il y a eu une volonté affichée, mais les enseignants attendent mieux que ça. Les enseignants attendent mieux que ça. C'est la conclusion. Oui. Thierry Dovonou, vous qui êtes à la tête du SNAPEC, comment vous avez géré l'issue de cette rencontre avec la base? Merci beaucoup, monsieur Yetondi. Et je dois dire, pour les téléspectateurs, pour qu'ils puissent comprendre, ici, nous avons 2 secrétaires généraux. Et il y a un qui est en position de subordonné et il y a un qui est en position de chef. Oui, celui qui est en position de chef, c'est Pétos Roméo. Il est le porte-parole de la conférence des LG du Front dont je suis membre. Donc je suis un simple membre. Il est le chef ici. Et donc cela veut dire que notre appréciation du point de vue, lui va aller dans le sens beaucoup plus du point de vue normatif. Et moi, j'irai dans le sens de l'expérience que j'ai par rapport aux d'autres rencontres, puisque je suis dans le système depuis 22 ans environ. Et ça compte. Et là, voilà ce que je peux apporter. Alors, premièrement, je dois dire que la rencontre avec le chef de l'État n'avait pas été bien préparée. Pas bien préparée? Non, ça n'a pas été. Le chef de l'État s'est débattu, c'est vrai. Et c'est un homme, vous voyez que c'est un homme d'affaires. Il est convaincant. Ça aussi, un homme d'affaires que vous avez vu. Il a son affaire à défendre. Il a défendu vaillamment. Et c'est pour ça que quand Moussou est sorti, les autres sont sortis et ont dit « Ah, ça a été courtois, ça a été ceci. » Mais dans le fond, sur le terrain, les enseignants n'étaient pas contents. Puisque rien n'est sorti de la rencontre. Puisque nous, on veut du palpable. Les enseignants sur le terrain veulent du palpable. Et lorsque vous n'avez pas préparé la chose correctement, vous n'aurez pas du palpable. Qu'est-ce qui aurait dû être fait? Alors, moi, j'ai participé à une rencontre
c'était en 2005, avec Kérékou. On a passé toute une journée. Mais à la fin, on a eu 2 arrêtés interministériels et un décret. À la fin de la journée, vers 2 h du matin. Comme ce qui s'est passé la dernière fois au Burkina Faso. À 2 h du matin, ils ont eu des choses. Ici, les techniciens n'ont pas bien préparé. J'ai senti le président, quand vous le regardez, avec toute sa bonne foi, il se sentait désarmé. Parce que techniquement, on ne lui a pas donné les armes pour faire face aux doléances des enseignants, aux doléances des agents de santé, aux doléances de tous ceux qui sont en grève aujourd'hui. Ouais. Il n'a pas eu les armes, honnêtement. Et parfois, j'ai eu un peu pitié, qu'il m'excuse, j'ai eu un peu pitié de lui. Parce que ce n'est pas de ça dont on a besoin. Les enseignants, plus que moi, par exemple. Vous avez des préoccupations spécifiques, on va tout apprécier tout à l'heure. Mais le chef de l'État a jugé utile d'exposer à l'assistance donc ses responsables de confédération et centrale syndicale sa vision. L'homme s'est dit, à travers sa vision, quelque chose peut être finalement retenu. Et dites honnêtement, après l'exposé de cette vision, une vision dont la portée finalement est de faire un Bénin plus prospère, plus rayonnant, est-ce que vous ne le comprenez pas dans ces initiatives, sa démarche avec les partenaires que vous êtes? Alors, moi, je dis quelque chose. Une chose est une vision et une chose est la concrétisation de la vision dans un contexte donné. Rien ne se fait si le contexte n'est pas favorable et si parfois le comportement des dirigeants aussi est en contradiction avec ce qui se passe. Mais imaginez, le chef de l'État a bien dit, et nous sommes d'accord avec lui, qu'il y a quelque chose qui est sur le feu et qu'on est en train de préparer. Mais de temps en temps, nous voyons des gens qui sortent de la cuisine avec de gros morceaux en main. Et nous, on est là. On va être spectateur tout le temps? Non. Donc, les contextes, et il y a un peu de contradiction entre la parole et l'acte. Puisque si on doit serrer les ceintures, nous allons tous serrer les ceintures. Et nous avons, comme il avait dit au départ, nous avons 5 ans difficiles à vivre pour qu'après nos enfants puissent vivre mieux. Puis c'est son objectif. Il veut que nos enfants vivent mieux demain. Mais lorsque la chose est au feu et des gens sortent avec de gros avec la cuisse de l'éléphant, l'autre avec la tête et l'autre là, ils vont nous rester la carcasse nous autres. Donc, sur la problématique de vision exposée, là encore... Non, il y a un problème. Il y a un problème. Oui, Pétos, vous êtes le grand patron, c'est Théorie Devonon qui l'a dit par ici, donc son chef, vous. Quel est le regard? Parce que c'est à vous de partager avec finalement le grand nombre ce qui a retenu et la démarche à suivre. Le chef de l'État a jugé bon aujourd'hui de vous expliquer sa vision qui pourrait expliquer toute cette longue attente qui pour vous est un peu de trop. Mais aujourd'hui, avec cet exposé et ces explications, est-ce qu'on peut espérer de vous d'autres approches désormais dans votre lutte? Merci. Et on peut parler de patron ici. Hein. Bon, que Thierry, c'est un aîné que nous respectons particulièrement. Et nous tirons beaucoup de lui. Donc, ceci dit, je voudrais que nous comprenions une chose. Les enseignants sont allés en mouvement parce qu'il y a des revendications urgentes qui étaient en téléchargement depuis un bon moment. On leur avait dit ça. Le chef de l'État lui-même nous a dit, un peu avant son élection, qu'il veut rendre l'enseignement plus attractif. Donc ce serait un plaisir pour les citoyens béninois de devenir enseignants. Mais à l'heure où nous avons déposé notre motion, quel est le constat? Le constat, c'est que le décret portant statut particulier, fruit de nos luttes, 2 ans après sa signature, n'est pas appliqué. Les enseignants demandaient à ce que les dispositions contenues dans ce statut particulier soient appliquées en termes d'indexation des salaires,
En termes de signature de système d'arrêté qui consacre des avantages financiers aux enseignants, on en parlait depuis plus d'un an, silence radio. Silence radio, dites-vous? Silence radio, puisque... Mais il y a eu des contacts, des échanges. Oui, des contacts où on s'est amusé avec notre bonne foi. Qui s'est amusé avec votre bonne foi? Non. Nous avons rencontré les différents ministres sectoriels, depuis même le règne du ministre Coco Lucien. On en a parlé. Avec le ministre Karim Saliman, on en a parlé. Mais ce n'est pas une préoccupation, ce n'est pas une préoccupation qui peut être réglée au niveau des ministères sectoriels. C'est des revendications qui impliquent, qui ont un impact budgétaire et qui nécessitent une décision gouvernementale. Donc, il faut que le gouvernement prenne une mesure courageuse pour que ça soit satisfait. Ce n'est pas réglé. Et le 21 décembre, nous étions avec le ministre de l'enseignement maternel primaire, on lui a rappelé que cette situation risque de dégénérer bientôt. Le 4 janvier, on était avec le ministre de l'enseignement secondaire. On lui a dit que la vie risque de dégénérer bientôt. Et ce n'était pas les seules revendications. Mais comprenez-moi, le processus de reversement entamé depuis 10 ans n'est pas encore achevé. Le reversement? Le reversement qui a commencé en 2008 n'est pas encore achevé. Des centaines d'enseignants attendent jusqu'à l'heure où je vous parle leur arrêté d'éligibilité. Des gens attendent leur contrat ou leur contrat révisé. Les gens attendent simplement pour certains l'arrêté de mise en stage afin donc d'enclencher leur dossier de reclassement. Tout ça là est là. Tout ça là est là comme si cela ne préoccupait guère. Qu'est-ce qu'on vient faire encore? Tous ceux-là qui sont en attente d'achèvement de leur reversement, on vient encore leur couper les avances sur solde qu'ils percevaient. Ça, je ne veux pas parler des vacataires qui attendent également que la situation soit améliorée. Il y a beaucoup donc de situations qui nous ont amenés en mouvement. Et on n'est pas allé en mouvement pour que des commissions soient mises sur pied. On est allé en mouvement pour que les revendications soient satisfaites. Je n'ai pas posé ma question, mais là, ce que vous dites, vous ne rassurez pas les parents, là, parce que c'est la grosse interrogation des parents. Le chef de l'État a eu les responsables syndicaux qui, à la fin, ont dit, et le chef, franchement, pour c'était une rencontre comme on peut souhaiter, même si il y a un peu comme un arrière-goût d'inachevé. Oui. Mais on se dit, comme ce n'est qu'un arrière-goût d'inachevé, bon, le bout du tunnel est pour bientôt. Mais quand on vous suit, Thierry, devant nous, je me retourne plutôt vers vous d'abord, avec l'exposé fait par le porte-parole du Front, c'est à croire que de cette rencontre, effectivement, vous auriez espéré mieux du chef. Ça, c'est vrai. Mais il y avait des gens qui pouvaient aider le chef à faire mieux à cette rencontre-là. Oui. Eh bien, si ça s'est passé comme ça, est-ce que ce n'est pas déjà là l'occasion pour comprendre aussi et tirer comme conclusion qu'il faut donner une seconde chance au gouvernement? Vous savez, j'ai une théorie que je développe depuis un certain nombre de temps. Un président de la République ou un chef d'un niveau du président de la République ou d'un niveau de Pétos gère des informations et des informations traitées. C'est ce qui gère, ne gère pas autre chose. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels il n'a pas les compétences et on lui donne les fiches traitées. Mais quand l'information est tronquée et n'est pas bien traitée, dans les normes définies par Alain Tourine, le chef passera à côté. Et le président est passé à côté. Et j'ai toujours dit, compte tenu de mon histoire de syndicalisme, j'ai 35 ans de syndicalisme. Quand la masse critique de revendication est en train d'être atteinte, tout cadre devait le savoir. C'est ça qu'il a dit tout à l'heure. Il y a suffisamment de revendications sur lesquelles les chefs devraient déjà, c'est-à-dire les gens qui ont été nommés, devraient déjà essayer de baliser les chemins pour le président de la République. Mais ils ne l'ont pas fait. Cela pose déjà le problème de la nomination de nos cadres. Ils ont quelles compétences? Est-ce qu'on puise dans l'oasis de compétences ou dans le désert de compétences? Jusqu'à preuve du contraire, c'est peut-être dans le désert de compétences qu'on puise les cadres pour les nommer. Mais l'oasis est là. On est d'accord. Donc, il a cité des choses.
Mais prenons par exemple le problème de la CNSS. Spécifiquement à ces problèmes-là. Et quand vous déplacez le problème ou vous le positionnez comme vous le faites en parlant de cadres, de fiches et autres, le chef, vous le savez, c'est quelqu'un qui est très méticuleux et pointueux par rapport au choix d'hommes qui doivent l'entourer. Et la question de cadres incompétents, il l'a évoqué, il ne se fera pas entourer de cadres incompétents, d'où la préoccupation qu'il a évoquée. Dans votre posture, avec ces arguments que vous avancez, n'êtes-vous pas en train purement et simplement d'intoxiquer le peuple? Au lieu de voir la réalité en face, le chef a été clair, mais vous parlez de cadres qui n'y auraient pas bien fait de fiches. Moi, il vous a parlé même de la situation de la caisse de l'État. Et quand vous écoutez certains cadres qui entourent le président de la République, vous voyez qu'ils ont un niveau lamentable en matière de la gestion d'hommes, en matière de la gestion des formations. Thierry Dovonou, soyez franc. La franchise... Les populations veulent savoir réellement ce qui se passe. La franchise, c'est ça. Puisque la dernière rencontre... Thierry Dovonou, ne seriez-vous pas de ceux-là qui reçoivent éventuellement de l'argent pour dire des contre-vérités? Le chef d'État s'est indigné devant vos responsables. Et ça fait froid dans le dos. On ne peut pas continuer par chercher à bâtir un pays en faisant circuler de l'argent. Et vous êtes des éducateurs. Beaucoup de parents s'en sont offusqués. Si l'argent doit venir, même au niveau du secteur de l'éducation, pour qu'on assiste à des paralysies tous azimuts, ça ne fait pas sérieux, Thierry Dovonou. Partons des fondamentaux. Oui. Partons de l'histoire. Le régime qui est là aujourd'hui, que j'ai soutenu et que j'ai amené moi-même au pouvoir par mes actions, avait commencé par utiliser les réseaux sociaux, les menteurs des réseaux sociaux. Et quand vous allez sur ma page Facebook, ils ont fait un dîner chez le ministre de la Justice. Il était futur ministre de la Justice. Et j'ai dénoncé ça. J'ai dit, ceux-là ne peuvent pas vous amener à bon port. Mais aujourd'hui, ils sont dépassés simplement par leurs monstres qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Maintenant, revenons en arrière par rapport au problème. C'est un problème de déplacer. Vous ne recevez pas de l'argent pour intoxiquer. Vous êtes dans le vrai. Moi, je n'intoxique jamais. Je suis dans le vrai. Et je dis la vérité. Il n'y a personne derrière vous qui n'est pas manipulé. Alors, je te donne l'exemple. Je suis ami comme ça du ministre Djemba. Mais lorsque le problème du BPC est arrivé, il m'a méconnu. Pour la seule raison que je ne peux pas être béninois et je vais voir que les gens veulent racheter 5 sur 20 et je vais accepter. Mais pourtant, ce que vous faites, c'est du patriotisme. On m'a proposé de l'argent. On m'a proposé de l'argent. Deuxième exemple, le président Talon a nommé un DEC à la place d'une dame qui est partie à la retraite. Elle a dit qu'elle n'ira pas, en violation des normes. Mais de l'argent m'a été proposé. 5 millions à prendre tout de suite et 5 millions à prendre après le BPC. Je n'ai pas pris. Parce que l'argent n'est pas mon problème. Si je prends, est-ce que le Bénin va avancer? Donc on peut compter sur la bonne foi des travailleurs, des enseignants en particulier. La plupart des enseignants sont dans ma posture. L'argent ne nous intéresse pas. Vous pouvez amener 10 millions à Pétos, il ne va pas prendre. Parce qu'il sait que quand il va prendre pour aller à une assemblée générale, pour dire, bon, laissons, sans que les gens, mais nous allons le tuer. La foule va le briser. C'est ça le problème. Toutes les contraintes que nous avons nous obligent à être honnêtes. Ils peuvent distribuer leur argent ailleurs, mais pas avec vous. Avec Alors, ces clarifications faites, je passe maintenant à la technicité du dossier. Oui. Du dossier. Prenons par exemple, dans une société, on donne toujours priorité aux enseignants. Puis les enseignants, c'est l'avenir du pays. Le Bénin a peut-être des problèmes. Et on a dit, et nous savons que nous avons des problèmes. Et il a dit que nous sommes tous même responsables des problèmes que nous avons. Maintenant, on voudrait que pour nos arriérés, par rapport aux avancements, qu'on réserve environ 1 milliard pour donner aux gens. Dans tous les pays, on privilégie les enseignants. Dans tous les pays du monde. Est-ce qu'on nous a privilégiés? Des gens sont en arriéré aujourd'hui de 2 ans, de 2 ans et demi. Mais est-ce que d'autres ont été pris en compte? Non, mais c'est d'autres qui sont pris en compte, pas les enseignants.
Et ce sont ces petits ruisseaux qui se transforment en fleuves pour que la grève puisse marcher. Mais puis, on nous a fait un calcul par rapport. La plupart de ceux qui sont en fonction aujourd'hui ont été contractuels. D'autres sont actuellement contractuels et qui doivent cotiser à la CNSS. Et qui doivent quitter la CNSS plutôt pour aller au Fonds national de retraite. Mais ils avaient cotisé déjà à la CNSS, qui aujourd'hui a au moins 800 milliards dans ses comptes. Mais on a voulu payer des arriérés de salaire à des collègues. Et sur 2 600 000, on prend 2 300 000 pour dire qu'ils sont en train de valider leur service auxiliaire. Or, leur argent est déjà à la CNSS. Il y a un problème technique qui se pose. J'ai déjà cotisé à la CNSS. Mais on veut me donner mes arriérés et on prend 2 300 000. Ce problème, mais ces camarades sont furieux. Ils sont furieux. Donc, à raison. pour régler ce problème, le chef de l'État doit prendre simplement un décret. Et nous, on a proposé un petit décret pour dire comment le faire aux expatriés. Quand les expatriés viennent ici, ou les gens du privé cotisent, et après, il faut valoir leurs choses là, on leur reverse intégralement, ou à l'institution dans laquelle ils se retrouvent, on reverse intégralement l'argent, sans même décret. Mais nous, on a proposé, avec votre commission, un décret, ça engage la vie de toute une nation. Ce type de décret, le chef vous propose désormais de vous retrouver en commission. Une commission pour régler définitivement les problèmes. N'est-ce pas là déjà une porte de sortie? Si on avait proposé techniquement, on avait hiérarchisé les choses. Je vais te dire comment on peut fonctionner. Le décret pour CNSS, c'est en une heure qu'on prend ça. Nous, on a même un projet de décret pour eux. Et on met sur pied une commission de suivi pour que les calculs soient faits dans les termes de référence des tests en vigueur à l'époque. Puis ce n'est pas avec 8% que nous on avait fait les cotisations avant. Puis en temps, le statut général a changé. Mais nous on avait fait les souscriptions avec 6%. Donc il ne faut pas qu'on nous calcule 8%. Donc, et quand ce décret est signé, l'État ne dépensera pas un seul copec. Donc c'est le premier dossier plus facile à liquider. Si les techniciens étaient, c'est-à-dire avaient la qualité qu'ils sont vendus au chef de l'État. C'est la première des choses. Et nous, on a préparé des fiches au président, on a préparé des fiches même à nos ministres. Et les fiches sont là avec les conditions. Aujourd'hui, l'assise est terminée. Il est question de voir comment... Il y aura une autre assise encore. Oui. Puisque sans une autre assise, on ne peut pas... Il n'y aura pas une porte de sortie. Thierry Devonou, le chef de l'État, ce qu'il vous propose, c'est de vous retrouver en commission permanente. Cette commission pourra aider à régler un certain nombre de problèmes, dont la question du statut. Alors, je suis en train de te dire, l'opérationnalité de la procédure me pose problème, moi, en tant que technicien. L'opérationnalisation. Et c'est ça, oui, l'opérationnalisation. C'est ça que je propose autre chose, pour qu'ils puissent voir, s'ils nous écoutent. Donc, le premier, c'est le décret sur CNSS, là. Et le second? Et ça, on met sur pied une commission de suivi qui va suivre. Le second, nous avons un paquet de 8 arrêtés interministériels. Mais il peut choisir un ou deux dedans pour dire, ça là, je suis capable de faire ça. Ou toi, s'il veut, je suis capable de faire ça. Maintenant, tout a été évalué. On a déjà fait toutes les évaluations. Que ce soit pour le primaire ou bien pour le secondaire, on a déjà évalué. Qu'on lui remette le rapport d'évaluation et aussi le traitement de l'information. Et il va voir la capacité de dire, prenons 2 ou 3 dedans. Même si on prend 2, je ne trouve pas un enseignant. Après cette étape? 2. Donc, après cette étape, il y aura une petite commission de suivi pour les 2 arrêtés pris. Et il y aura une commission maintenant d'études et d'évaluation ou de réévaluation des 5 ou 6 autres arrêtés. Et là, lorsque nous on a 2 arrêtés plus un décret, je crois que les enseignants iront en classe. Ok, ça reste parce une suggestion. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, c'est après le 15 qu'on pourra faire AG pour aller en classe. C'est ça, non, monsieur le bébé? C'est ça. C'est après le 15. Mais moi, je suis désespéré. Je suis gêné.
en tant qu'enseignant, et je l'ai toujours dit, ce n'est jamais de gaieté de cœur que les enseignants vont en grève. Éric Roméo Pétos, je prends le bout de phrase de Thierry Dovenon. La grève actuellement se poursuit, c'est cela? Tout à fait. Et jusqu'à quand? Jusqu'au 15? Bon, je vais d'abord prendre un des éléments de Thierry. Oui. Lorsque Thierry parle de l'incompétence de nos cadres, je sais de quoi il parle. C'est l'incompétence parfois couplée de la mauvaise foi de nos cadres. Surtout au niveau du ministère de l'enseignement secondaire, ceux qui ont plombé le règne de Koko Luché sont encore là. Il y a autour de ce ministre certains cadres qu'il ne faut même pas souhaiter à un pays ennemi. Et s'il ne s'en débarrasse pas, il va atterrir aussi honteusement que ça, que son prédécesseur. Lors des rencontres, vous parlez de ces aspects? Dans tous les cas, le ministre Maouyon, on l'a suffisamment averti. Il y a des gens qui ne lui serviront à rien. Bon, quand on parle de commission, j'en viens maintenant. Dans ce ministère, une commission a siégé en décembre 2016, 29-30 décembre, pour élaborer des projets d'arrêté de mise en formation. Décembre 2016. À l'heure où je vous parle, les arrêtés là ne sont pas encore disponibles. Pourquoi? Décembre 2016. Arrêté déjà élaboré. Le projet est élaboré. Mais pas disponible. Et ça ne se comprend pas. Bon, c'est comme ça que ça se passe. Et un an après. Un an après, ce n'est pas encore disponible. Une autre commission de la même nature a siégé les 20, 21, 22 septembre dernier. Les projets d'arrêté également ont été élaborés. Juste à l'heure où je vous parle, ces arrêtés ne sont pas sortis. C'est aussi de votre devoir de savoir là où ça chope. Bon, on en a parlé le 4 janvier au ministre Maouyon, qui a dit qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que ces arrêtés sortent au plus tôt. Maintenant, quand c'est le chef lui-même qui dit une commission interministérielle, ça devient plus sérieux, non? Oui. Et rassurant. Non, le chef de l'État a mis sur pied une commission qui a commencé les travaux depuis avant-hier pour évaluer les taux, donc pour étudier les taux donc, que l'on appliquera aux différents avantages financiers. La commission a pied d'œuvre. C'est des cadres qui sont en train de travailler. Nous les créditons de bonne foi et on estime qu'ils feront un travail quand même acceptable. Bon, mais ce n'est pas l'unique revendication des enseignants. L'indexation des salaires ne fait pas encore l'objet d'une commission formelle, à ce qu'on sache. Les enseignants sont allés aussi et surtout au mouvement pour voir le salaire indexé. Maintenant, la question des vacataires, il y a un projet d'arrêter également déjà dans le circuit. Mais on n'en parle pas. Donc, il y a beaucoup d'autres situations qui fâchent. Nous, on attend. On espère que d'ici le 15, cette commission déposera son rapport et qu'avec les responsables au haut niveau des confédérations, la grande commission trouvera une solution par rapport à cette question. Nous nourrissons d'espoir que là, un travail sera fait. Mais et les autres revendications? Les enseignants ne sont pas allés en grève pour soutenir des gens. Non. Ils sont allés en grève aussi et surtout parce qu'ils ont des revendications corporatistes. On ne peut pas demander à un enseignant d'aller en classe lorsqu'il est au même salaire depuis 10 ans. Mais si l'État n'a pas les moyens, Pétos. L'État n'a pas les moyens, on doit sentir que l'État n'a pas les moyens. Actuellement, vous avez l'impression que l'État a les moyens? Non, on a l'impression que l'État a les moyens vraiment. Parce que lorsqu'on vous demande de serrer les ceintures, et vous vous rendez compte que ceux-là qui doivent serrer les ceintures ne font que desserrer la leur. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. On a vu les salaires politiques. On a vu les avantages faits à d'autres corps. On ne les jalouse pas. Mais vous n'en avez pas la preuve. Quand on dit on a vu les salaires, en tout cas les salaires des ministres, personne n'en a vu. Encore, personne n'en a la preuve. Bon, en réalité, lorsque un mythe l'entoure, ça veut dire qu'il y a quelque chose là qui cloche. On a les salaires des ministres dans des pays développés, mais les salaires du chef de l'État, etc. Pourquoi on entoure ça de mythes? Les enseignants, aucun enseignant n'est content de rester à la maison
de voir les apprenants dans une situation bâtarde. Non. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on va en grève. C'est parce qu'on est finalement exaspéré qu'on est allé en grève. Ma question d'avant, vous y répondez maintenant, oui. À savoir, jusqu'à quand les enfants pourraient-ils rester encore à la maison ou quand ils reprendront finalement? Oui. L'idéal est qu'on trouve vite le bout du tunnel. C'est pourquoi nous interpellons tout le monde aujourd'hui. Parce que les parents d'élèves, il ne faut pas qu'ils attendent l'heure du pourrissement pour venir dire c'est vos enfants, c'est vos frères, etc. C'est maintenant plus que jamais, que les parents d'élèves, à travers les associations, les têtes couronnées, tout le monde doit s'impliquer pour qu'on trouve une solution à cette situation-là. Parce que les enseignants ne vont plus se laisser piéger. Non, ils sont surexcités. L'enseignant travaille sur des âmes. Sa mission, c'est d'élever les consciences, c'est d'éclairer les générations montantes. Il ne travaille pas sur du bois, il travaille sur de la matière sensible. Il ne faut pas que, de façon saisonnière, il aille en mouvement. Maintenant, il a décidé, il veut qu'on règle. Maintenant, dites-moi, on a des revendications. Laquelle est déjà satisfaite maintenant, et les enseignants sont restés rigides. On a telle revendication. Qu'on nous dise, voilà, par rapport à telle revendication, nous prenons en compte tel nombre d'abord. Et après, donne-nous un bout de temps pour qu'on règle également tel. De toutes les revendications, aucune n'est encore satisfaite. Toutes les revendications sont encore en état. Rien n'est satisfait. Peut-être que le 15, la commission va déposer son rapport, les confédérations vont se poser la question et les plaindre des taux. Maintenant, ce n'est pas la... Mais là également, ce n'est pas encore réglé. On n'est pas allé en mouvement, je le rappelais, pour qu'on règle, pour qu'on mette sur des commissions. Hein. On est en mouvement pour que la revendication soit satisfaite, pour que les problèmes que nous posons soient réglés. C'est ça il s'agit. Thierry Dovenou, vous avez fait quelques propositions de démarches techniques, mais quel est le minimum qu'on pourrait offrir aux enseignants que vous êtes pour vous voir reprendre le chemin des classes? Le minimum. Mais avant le minimum, je dois essayer d'expliquer à ceux qui nous suivent comment une grève se télécharge et comment elle est déclenchée. C'est encore important. C'est très important. C'est comme l'arme nucléaire. Il faut atteindre une masse critique et que le détonateur vienne. Prenez toutes les grandes grèves du Bénin. 69, 2005, bon, disons 63 d'abord. 63, 69 et 88, 89 et 2005. Ça arrive lorsque la population sent que les dirigeants du pays sont là pour se servir et non pour servir le peuple. Ah bon? Et vous allez voir, c'est toujours lorsque il y a un changement brutal de leur salaire, de leur avantage, que la population se révolte. On y est? On y est. Mais le chef de l'État a dit aucun ministre n'est à ce salaire-là et personne n'en a la preuve. On y est. Deuxièmement, l'élément déclencheur, c'est le faux bon qu'on a eu à faire aux agents de santé. À notre niveau, au niveau de l'éducation. Lorsqu'on leur dit moratoire, à décembre, nous allons nous voir, et flanc, on dit, on interdit la grève. À qui le tour? Demain, ce serait nous. À titre préventif, on a déclenché. Okay. Parce que les conditions de salaire politique étaient déjà remplies. Est-ce qu'il ne faut pas oublier ce problème de salaire politique? On attendait une petite occasion pour déclencher. Et l'occasion nous est donnée. C'est pour ça que je dis aux dirigeants, regardez l'histoire. Ne commettez plus des erreurs. Et les enseignants, au fur et à mesure qu'ils ont des problèmes, liquidez leurs problèmes. Travaillez sur leurs problèmes. Et ne leur permettez pas de passer d'un plat de revendication à une bassine de revendication. Puis aujourd'hui, on a une bassine de revendication. Et tu me dis le minimum dans la bassine. Oui, il doit y avoir un minimum dans la bassine. Tu vois. Donc, il faut qu'on dise,
Mais moi, je crois... Avant de venir au minimum, vous avez évoqué une question. J'ai posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu, Thierry Devonou. Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès. Je dis aujourd'hui, est-ce que vous, enseignants, vous allez continuer encore pas clamer partout? Ça, les politiques. Le chef lui-même a parlé. Alors, moi, je crois la parole... Vous n'avez pas de données. Je crois la parole du chef de l'État. Oui. Je crois que peut-être quelqu'un ne garde pas 16 millions. Mais je sais que quelqu'un gagne 5 millions et quelqu'un gagne 8 millions. Vous savez ça là? Je sais ça là au moins. Et que moi, je vais dans le même marché que... Écoute, monsieur Yetonji, ma petite construction que j'ai à Porte-Nouveau là, que rien du tout là, je l'ai démarré lorsque le fer de 6 était à 300 francs. Bon, vous pouvez nous non, il faut que tu puisses comprendre ça là. Était à 300 francs. Aujourd'hui, c'est à 1400. Mais en temps, tu as vu l'augmentation de près de 400%. Mais est-ce que mon salaire a augmenté de 400%? Bon, vous n'avez pas une autre construction. Vous avez dit au moins que vous avez dit à une construction. Non, vous pouvez vous mais si en 20 ans, je n'ai pas fait des sacrifices pour avoir au moins ça là, pour avoir au moins ce poulailler, c'est que j'ai pété dans un pot. On est d'accord. Mais eux, ils ne sont plus à ce niveau. Ceux qui gagnent 5 millions par mois, 8 millions par mois, eux, ils sont dans 2e, 3e, 4e maison. Et des maisons pour les copines et autres. Mais nous les voyons vivre. Nous les voyons acheter des voitures à des bureaux. Mais nous, on n'est même pas capable d'acheter voiture à nos femmes. Ça, c'est récent, Thierry. C'est récent, mon frère. C'est récent. C'est récent. Alors, avant-hier... Donc, à la fin de cette émission, si je vous demande de m'orienter et de me faire toucher du doigt, ce dont vous parlez, des véhicules aux maîtresses au bureau, vous en êtes capable? C'est ça que j'ai dit la dernière fois. J'ai dit, mais est-ce que les gens ne sont pas en train de jouer le président Talon? Qui, les gens? Oui, ceux qui l'entourent là. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de le jouer? Puis, il s'agit de salaire, il s'agit de voiture. Mais j'ai dit, pour que le PAG, par exemple, puisse trouver un financement, ce n'est pas en criant sur tous les toits, nous voulons faire PAG. Mais demandez aux ministres qui sont autour de lui d'aller payer la vignette de voiture 4 roues là, de payer leur vignette et de payer pour leurs 4 copines à qui ils ont acheté des voitures. Et si je peux te fournir des noms tout de suite même. Non, tu peux les... Ah, pourquoi des noms? Non, après, on en parlera. Tu sais que moi, je ne mange jamais. Mais quel enseignant peut même acheter vélo à une copine aujourd'hui? C'est si dur. Monsieur le bébé, non, mais... est-ce qu'on peut acheter vélo à une copine aujourd'hui? Mais là encore, au moment où on va les gens achètent voiture. Hier, on pouvait voir les enseignants sur vélo. Aujourd'hui, la plupart des enseignants béninois sont à voiture, d'autres à moto. Moto de qualité, moto neuve. Quelle voiture? Écoutez, là, je peux vous montrer. Quand tu vois nos ministres circuler, c'est des Prado. Le minimum, c'est 39 millions. Le minimum, c'est 39 millions. Alors, au moment où l'école n'a pas les moyens, l'école béninoise n'a pas les moyens, mais ils ont les moyens pour acheter. C'est comme nous avons fait une étude la dernière fois. On a regardé dans quelle école du Bénin on fait vraiment la science. Donc, laboratoire au point, laboratoire au point et biotope artificiel au point pour que les enfants puissent travailler. Vous en avez trouvé combien? Aucune école. Aucune école, même les privés aussi. Et en sciences, le Bénin fait des lectures expliquées. En sciences, là, nous faisons de la lecture expliquée. Mais pourtant, par exemple, quand je prends un petit laboratoire, il ne faut pas grand-chose pour que le laboratoire soit actif. Quand je prends les biotopes artificiels, avec 300 000, c'est réglé. Et on peut même commencer par des écoles pilotes. Comme l'a dit le chef de l'État, pour dire, ah, je veux des... Comment ils ont appelé ça même? Des zones franches de savoir. Mais, avec ces écoles-là que nous avons, le mieux c'est de cesser de ne même plus faire école. Parce qu'on ne fait pas de la science, mon frère. Bon, Thierry Devonou, on revient à la question. Donc, même sans qu'on ne grève, même, l'école est déjà par terre. Oui, il faut relever l'école. Et même en grévant, c'est pour créer l'incident, pour que l'autorité puisse savoir que, non, ce n'est pas le fait de dire que les écoles fonctionnent. Aujourd'hui, vous avez créé l'incident. Une école qui va. Une école qui va. Je suis allé, par exemple, au CGK tout avant-hier.
non, hier seulement, nous avons 26 permanents et 201 vacataires. 201 vacataires. C'est les gens qui sont sortis tout juste de l'université, qu'on a jeté devant les élèves comme enseignants. Et on croit qu'on peut avoir un bon résultat. Impossible, c'est vrai. Mais impossible, frère. Quel est le minimum donc, dans le contexte le minimum, que vous quand vous fouillez même nos revendications, vous allez voir en dessous, quand on parle d'amélioration des conditions de travail, ce n'est pas l'argent seulement. Il y a qu'on nous améliore nos bibliothèques et autres là, pour que nous puissions donner le meilleur avec les jeunes collègues vacataires comme nous. Ensuite, on est d'accord. Oui. Donc, pour nous, aujourd'hui, le minimum qu'on doit avoir, c'est quoi? Le décret CNSS, Fonds national, 2 ou 3 arrêtés interministériels d'application du statut particulier pour le primaire et pour le secondaire. Roméo Pétos va compléter 2 ou 3 seulement sur 8. Roméo Pétos, le minimum que vous pouvez obtenir et puis relancer la machine. Alors ça, c'est mon opinion. Lui peut avoir autre chose à dire. La motion du Front porte 4 macro-revendications. Donc, quand vous prenez une seule revendication, c'est une revendication englobante. Donc, à l'intérieur, on trouve d'autres. Donc, on a pris des thèmes englobants donc, pour formuler les revendications. Pour les 4 macros, si on vous donne seulement un macro, ça peut aller? Non, actuellement, ce qu'il faille faire, ici, le chef de l'État veut que il y ait des gels et pour un bon moment. Parce que ces mouvements de débrayage cyclique là n'arrangent pas le système. Donc, la première des choses qu'il faille faire très rapidement, c'est de prendre l'arrêté portant indexation des salaires. Ça d'abord. De prendre ça rapidement. Mais ça concerne tout le monde, y compris ceux qui iront dans quelques mois à la retraite. Ça, vous ne pouvez pas attendre encore quelques 6 mois? Non, il faut prendre... Mais voilà. Tu es le représentant du gouvernement. Écoutez, en fait, il n'y a pas d'argent dans la caisse, le chef l'a dit. Non, le chef n'est pas sur ce plateau. Il y a d'autres corps dont on a vu appliquer la nécessité d'appliquer le statut spécial il n'y a pas longtemps, sur mon regard. Donc, aucun syndicaliste n'exige tout en même temps pour le dégel. Donc, pourquoi, si on prend déjà l'arrêté portant indexation des salaires, les 8 projets d'arrêté qui sont déjà élaborés ou qui sont remis encore à étude, qu'on prenne quelques-uns en plus dedans qui concernent le grand nombre, qu'on prenne maintenant l'arrêté. La relecture est déjà faite. L'arrêté portant modalité de recrutement et d'emploi des enseignants vacataires. Ils sont plusieurs dizaines de mille. Et une commission a déjà fait des propositions. Donc, du coup, si en troisième lieu, donc, que l'on prenne cet arrêté portant modalité de recrutement et d'emploi des vacataires et qu'on s'entende sur un minimum par rapport à la coordination CNSS-FNRB, je pense qu'on peut déjà aller au dégel. En tout cas, les autorités sont à l'écoute et elles feront sans nul doute ce qu'il faut en urgence. Thierry, devant nous, quelques jours, il y a de vos élèves, pour parler de la capitale, Porto-Novo, qui sont descendus dans les rues. Ils sont concernés par ce qui se passe. Ils ont donné leur cri de détresse pour que une issue soit vraiment faite dans l'immédiat. À ceux-là, quelle est votre adresse à leur endroit? Et ça va être en même temps pour clôturer l'émission. Alors, les élèves sont descendus dans les rues. Et je dois les féliciter pour la simple raison qu'ils n'ont pas été violents. Parce que la violence n'est pas bien pour le pays. Et je dois féliciter aussi la police qui les a encadrés pour qu'il n'y ait pas de violence. Et je pense que ces enfants sont dans leur rôle. Ils ont besoin de leurs enseignants. Ils ont besoin de leurs enseignants. Ils vous ont demandé de reprendre le travail au plus tard le lundi. Oui, ils ont besoin de leurs enseignants. Et le message n'est pas envoyé aux enseignants, mais c'est plutôt envoyé au chef de l'État. Et la première réunion avec les centrales aurait dû avoir lieu. On aurait dû faire cette première rencontre. Votre adresse rapidement. Et la deuxième rencontre allait régler la crise. Rapidement. Donc moi, je voudrais demander au président de la République, puisque la balle est actuellement dans son camp, d'appeler les cadres
et de leur dire sur tel problème, tel problème, tel problème, donnez-moi des informations, analysez-les-moi et amenez-moi ça. Merci Thierry Devaudon. Oui, Roméo Pittos. Merci. Les élèves ont joué en fait le rôle que devait jouer le parent. En fait, c'est le parent qui devait interpeller très tôt le gouvernement et dire attention, régler le problème pendant qu'il est encore temps. Que les enfants soient rassurés, que les enseignants que nous sommes n'avons aucunement choisi de les abandonner. Nous sommes convaincus que le dégel ne va plus tarder. On va se donner la main et on trouvera la meilleure formule. Le dégel ne va plus tarder, mesdames, messieurs. C'est ce qu'il faut retenir de fondamental de l'émission du jour. L'école béninoise rouvrira à nouveau ses portes et on l'espère pour longtemps. Mais quand est-ce que ceci se fera? La réponse encore entre les mains des deux acteurs. Mesdames, messieurs, 100% Bénin, nous la clôturons sur cette pensée de l'ancien homme d'État sud-africain Nelson Mandela. Je cite: travaillons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit et donner l'espoir là où il règne le désespoir. Mesdames, messieurs, ce fut un plaisir. Demain, c'est un autre jour, mais avec la même disponibilité. À demain. Merci.